Bonjour, il est un plaisir de vous revoir au cours des probabilités statistiques. Aujourd'hui, nous allons aborder les statistiques des extrêmes. Un des grands problèmes de l'ingénierie est celui de l'estimation de la durée de vie des structures. En effet, quand vous construisez une digue, un pont, une route, un bâtiment, une éolienne, quelle que soit la structure, vous êtes intéressé à savoir combien de temps cette structure sera en place et pourra remplir sa mission. Il s'agit d'estimer sa durée de vie utile. Jusqu'à quel point pourra-t-elle supporter les agressions de son environnement et l'endommagement causé par son utilisation. En général, les calculs de durée de vie impliquent des calculs de fatigue et d'endommagement. Ces calculs doivent tenir compte des cycles de chargement et des valeurs extrêmes des sollicitations. Parmi ces sollicitations, on trouvera les effets du vent, de la pluie, des tempêtes, des chargements divers et variables dus aux utilisateurs, les piétons, les voitures, les camions, les vibrations. Parmi tous ces phénomènes, ils sont nombreux à avoir un caractère variable ou aléatoire. Il faut donc déterminer leur distribution de probabilités et l'utiliser pour un calcul des durées de vie. Pour les calculs des cycles, pour les calculs en fatigue, en endommagement, nous nous intéressons souvent aux valeurs extrêmes. Il s'agit donc d'un problème de statistiques d'extrême. Nous nous intéressons à la distribution des probabilités de la valeur maximale de certaines variables aléatoires. Imaginons que nous avons une variable aléatoire et que nous connaissons sa fonction de répartition. Voici un exemple d'une fonction de répartition. Lorsque nous nous intéressons aux extrêmes, nous nous intéressons au comportement de cette fonction de répartition les plus à droite possibles parmi les valeurs maximales de la variable aléatoire. Étudier les statistiques d'extrême revient à faire un modèle de comportement dans cette région, avoir une distribution de probabilité, une fonction de répartition particulière adaptée à cette région. Du point de vue de la densité des probabilités, la situation est parfaitement analogue. Il s'agit de regarder les comportements dans les valeurs proches du maximum de la variable aléatoire, de se placer les plus à droite possible. En étant placé dans cette région, nous souhaitons avoir un modèle d'une distribution de probabilité particulièrement adaptée à cette région. Les fondements mathématiques de l'étude des statistiques d'extrême est le théorème de Guinendenko, que voici. Ce théorème postule un comportement particulier des fonctions de répartition lorsque on s'approche des maxima des variables aléatoires. Donc, le théorème de Guinendenko donne quelle est la forme possible de la fonction de répartition des valeurs extrêmes des variables aléatoires régulières. Il définit ainsi G gamma, la distribution des valeurs extrêmes de la variable aléatoire x. Pour des valeurs proches du maximum, la fonction de répartition a un comportement
qui est proche de celui de G gamma. G gamma dépend d'un certain nombre de paramètres, gamma, A et B. En pratique, nous devons déterminer ces paramètres à partir des données observées. La terminologie est la suivante. A et B sont des constantes de normalisation et gamma est l'indice des domaines. Les signes de gamma définissent les domaines. Pour gamma positif, il s'agit du domaine de Fréchet. Pour gamma négatif, du domaine de Weibull. Et pour gamma égale à 0, du domaine de Gumbel. On peut démontrer que les maxima, les extrêmes, de certaines distributions appartiennent à certains domaines. Par exemple, la distribution de Cauchy, la distribution de Pareto ou la distribution de Student conduisent au domaine de Fréchet. Lorsqu'on s'intéresse aux maxima d'une variable de loi uniforme ou bêta, ça conduit au domaine de Weibull. Et lorsqu'on s'intéresse aux maxima des variables normales, exponentielles, log normal, gamma ou de Weibull, on tombe dans le domaine de Gumbel. Classiquement, la première méthode pour déterminer les valeurs de A et B a été la méthode des moments. La méthode des moments consiste à trouver des équations qui relient les paramètres au premier moment de la variable qu'on étudie. Par exemple, si nous avons les moments d'ordre 0, 1 et 2 de la variable x, nous pouvons calculer gamma A et B à partir de ces équations que voici. Nous avons trois équations pour trois inconnus. Cependant, il existe des méthodes plus efficaces. Par exemple, pour l'ajustement d'une loi de Gumbel, nous pouvons partir de l'expression générale de la fonction de répartition qui est voici. Pour une loi de Gumbel, nous devons déterminer les paramètres A et B. Pour cela, on constate que la variable y égale à log de moins log de g a une relation linéaire avec z. On a z égale alpha y plus bêta. À partir de cette égalité, nous avons que b égale alpha et a égale à bêta. Donc, il suffit de déterminer l'approximation de z par une fonction affine de y. Ces problèmes ont été résolus dans les cours sur les représentations des variables aléatoires. Nous avons l'expression d'alpha, covariance de zy sur variance d'y, et de bêta, moyenne de z moins alpha, moyenne d'y. Prenons un exemple. Considérons les valeurs de z données dans ce tableau avec les fréquences observées qui sont données dans la ligne n. En transformant les valeurs d'n en probabilité, il suffit de diviser par le nombre total d'observations, nous avons une fonction de répartition. Nous avons g comme fonction de z. Cette donnée nous permet de calculer y égale log de mon log de g. Puis de déterminer l'équation d'une approximation affine de y comme fonction de z ou de z comme fonction de y. À partir d'équations déterminées, on peut reconstruire la fonction g. Comme nous voyons dans ces graphiques, l'approximation est une bonne approximation des observations expérimentales. Pour l'ajustement d'une loi de Weibull, il y a aussi une méthode plus efficace. Comme dans le cas précédent,
nous pouvons partir de l'expression générale des G dans les domaines des variables. En déterminant moins log d1 moins g, nous avons une expression polynomiale z moins a sur b à la puissance c si z supérieur à a. En prenant un deuxième logarithme, nous construisons une variable y analogue à la précédente. Ici, y égale alpha log de z moins a plus bêta si z supérieur à a. Si nous sommes capables de déterminer une approximation de y comme une fonction de log de z moins a, nous aurons immédiatement la valeur de c et la valeur de b qui sont reliées aux valeurs d'alpha et bêta par les équations ci-dessus. Donc, si la valeur de a est connue, nous pouvons déterminer une représentation d'y comme une fonction affine de log de z moins a. Cette représentation nous donnera les coefficients b et c. Il est donc possible d'envisager une méthode en deux étapes. Dans la première étape, on détermine la valeur d'A. Dans la deuxième étape, on détermine une représentation d'y comme fonction affine de log de z moins a, ce qui nous donne les valeurs d'alpha et bêta qui permettent de calculer b et c. Pour l'étape 1, la détermination d'A, on utilise une procédure d'optimisation. Dans cette procédure, on minimise l'erreur donnée par la norme entre l'approximation affine et les vraies valeurs d'y. Pour chaque valeur d'A, il est aisé de déterminer la valeur de cette erreur puisque les coefficients alpha d'A et bêta d'A sont ceux qui correspondent à l'approximation d'y par une fonction affine de log de z moins a. Il s'agit donc d'appliquer les formules précédentes développées dans les cours sur la représentation des variables aléatoires. Par exemple, considérons les données de ces tableaux. En les transformant en tableau de probabilités, il suffit de diviser la ligne d'N par le nombre total d'observations. Nous obtenons G comme fonction de Z. Nous pouvons alors calculer Y, qui est égal à log de moins log de 1 moins G. Puis, nous appliquons la procédure d'optimisation. Cette procédure nous donne la valeur d'A. Ici, nous obtenons 2,1841. En ayant la valeur d'A, nous passons à l'étape 2. Nous calculons B et C. Puis, avec toutes les valeurs en main, nous reconstruisons G. On voit que l'approximation de la loi des variables est une excellente approximation des données. Il existe, bien entendu, la possibilité d'utiliser aussi des approximations hilbertiennes, la représentation des variables telles que nous avons étudiées précédemment. La principale difficulté par rapport à la situation standard dans la représentation des variables aléatoires est qu'ici, nous n'avons pas un couple de variables u, z. Seule la variable z est connue. Dans ce type de situation, on peut choisir u de façon arbitraire. Par exemple, on peut utiliser une loi uniforme ou gaussienne ou n'importe quelle autre loi. Voire, on peut utiliser des points équidistribués. Puis, on approche z comme nous l'avons fait dans les cours sur la représentation des variables aléatoires. Il faut cependant noter que pour que cette approximation ait une qualité,
il faudra créer un lien artificiel entre les variables U et Z. Par exemple, on peut les ordonner toutes les deux de manière croissante. Nous avons ainsi une corrélation positive entre les deux variables. Nous allons examiner les comportements de toutes ces méthodes dans la pratique. Nous passons désormais à la mise en œuvre de ces méthodes sur des situations pratiques. Merci pour votre attention. Au revoir.